672, tomada 1. Botou. Foi câmera. Ação. Paris, 1891. A capital da ciência e das artes. Alberto Santos Dumont chega em companhia dos pais. Por recomendação de seu pai, Santos Dumont deveria estudar física, eletricidade, química e mecânica, mas se interessa pelos balões e por invenções para voar. Alors bon, je trouve qu'il faut garder le souvenir, parce que personnellement, même mon mari et moi, nous nous flattons d'avoir eu comme ami un génie comme Santos Dumont. Il a fait connaissance de mon mari par l'aéronautique, d'abord, c'est-à-dire ils ont fait des ascensions en ballon ensemble, puis ils se sont intéressés tous les deux à l'aviation. Et c'est ce qui les a réunis. En plus, je crois qu'il y avait une similitude de caractère entre eux. Ils s'entendaient très bien. C'était deux solitaires. Ils aimaient la solitude, la tranquillité, la simplicité. J'ai un excellent souvenir de Santos Dumont. Quand j'ai eu mon 4e enfant, il a demandé lui-même d'en être le parrain. Et d'ailleurs, mon fils s'appelle aussi Alberto. Je suis donc Thierry Alberto Tissandier, filleul de Santos Dumont, et pour moi ça a toujours été quelque chose de très important d'avoir cet homme célèbre dans mes souvenirs. Et mes parents m'ont beaucoup parlé de lui, bien sûr, beaucoup, et je garde beaucoup de documents de lui, ce qui me permet de revivre toute sa vie extraordinaire. J'étais très petit, mais je me souviens très bien avoir vu Santos Dumont rentrer ici avec sa Renault de couleur, qui était très, très amusante, un peu originale comme voiture déjà. Et alors, il y venait très souvent à la maison. Il avait l'air de se plaire dans notre famille. Lui qui n'était pas marié. D'ailleurs, à ce point de vue-là, il a quelque chose de très curieux, c'est il n'aimait pas qu'on lui fasse une allusion à son célibat. Il disait toujours, eh bien, mettons, si j'étais veuf, ça serait la même chose. Et il aimait cependant beaucoup les enfants. Il était très gentil avec mon fils. Il lui a envoyé sa première bicyclette. Et il lui a fait beaucoup de petits cadeaux, une montre dédicacée, enfin, que nous gardons précieusement dans la famille. Je me souviens qu'il est toujours très affectueux avec moi, qu'il m'amenait toujours des cadeaux somptueux, et en particulier ma première bicyclette qui a beaucoup compté dans ma vie. Et c'était merveilleux pour moi à l'époque. Nous étions bien dans cette maison, mais j'étais pas couvert de jouets, et ça a été un jouet merveilleux pour moi. Il avait de très belles relations. Il a connu des aviateurs, surtout des chercheurs. Il faut se reporter à l'époque où il y avait ce qu'on appelle un peu la belle époque, vous savez. Il allait chez Maxime, il aimait beaucoup là. Il aimait bien le monde. Il aimait, il ne l'aimait pas. Il aimait la solitude, mais il aimait quand même les relations. Il fut un très grand habitué de Maxime. Évidemment, je ne l'ai pas connu, mais sa gloire étant telle qu'on a beaucoup parlé de lui ici, donc il avait sa place attitrée,
d'où je suis, ici par exemple, avec tous les grands de ce monde, Guy de Mer et tous les aviateurs de cette époque, une légende a couru, enfin c'est une légende, ne l'ayant pas connue. À chaque fois que Santos Dumont partait, montait dans son avion, il demandait un panier repas chez Maxime. C'est extraordinaire. Oui, il était très invité, vous savez, oui. On le sollicitait beaucoup, mais il n'allait pas partout. Il se réservait quand même. Pour de vrais amis, voilà, ce qu'il aimait, avoir des vrais amis, s'occuper aussi d'invention. Il était inventif extraordinairement, vous savez. On ne pouvait pas lui parler d'une chose, une mécanique qui ne marchait pas, il voulait tout de suite voir ce que c'était. Je l'ai vu chez des amis inventer un plateau tournant pour présenter les hors-d'œuvre. Il paraît que maintenant, il y en a partout. Mais lui, ça, je vous parle d'il y a un temps infini, n'est-ce pas? Je l'ai vu. On disait, il faudrait que les hors-d'œuvre arrivent devant tout le monde. Il a dit, je vais vous faire ça. Et le lendemain, il a fait un plateau, un roulement à billes quelconque, avec un plateau de bois, pour mettre les hors-d'œuvre, par exemple. Il aimait les problèmes mécaniques. Bon, il l'a prouvé, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et ça va dans le sens, quand vous disiez qu'il avait beaucoup de vivacité, en fait, c'est un esprit très vif, très inventif. Oui, très vif, très inventif, puis d'une agilité extraordinaire de corps. Il était souple. Pour un homme qui n'était plus tout jeune, n'est-ce pas? C'était pas un tout jeune homme. Moi, je l'ai vu un jour courir après un train de marchandises qui passait très doucement. Et j'avais dit, oh, je me demande combien il y a de wagons. Il paraissait très long. Il s'est mis à courir, il est descendu de la voiture, il s'est mis à courir jusqu'à ce qu'il ait rattrapé le chauffeur du train pour demander combien de wagons. Il dit, madame veut savoir combien de wagons. Il donnait même l'explication au chauffeur. Mais il avait rattrapé le train, qui marchait très lentement, mais c'était train de marchandises. J'avais vu combien il était vif et alerte encore. Je me souviens, il disait « Oh, qu'il est beau !» Ça, je me souviens très bien, j'étais dans la bibliothèque avec mon père, et il me disait, sans forfanterie, mais je me disais « Oh, ce qu'il est beau !» Et mon père lui a répondu « Oh, on dirait un petit veau !» Alors moi, j'étais pas content, il avait été piqué au vif, je dois avoir dans les 4 ans à peu près, et toi, t'as l'air d'un chameau. Et Santos Dumont a ri, il avait été ravi de cette partie, qui était peut-être assez... À l'époque, mon père ne l'avait pas grondé, il avait été un peu lui-même penaud, là. Il était très superstitieux. Il s'en cachait pas. Avant de venir, quand il devait venir à Paris, il écrivait à mon mari pour faites-moi préparer de l'argent, pour avoir de l'argent en arrivant, n'est-ce pas, du Brésil. Faites-moi préparer de l'argent, mais pas de billets de 50 francs. À cette époque-là, il y avait des billets de 50 francs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 50 francs. Et il détestait les billets de 50 francs. Il n'en voulait pas dans sa poche. Il avait des petites choses comme ça, c'est très drôle. Il était brésilien et je crois qu'il en était fier. Il était heureux d'ailleurs de ramener toutes ces découvertes à son pays. Ça, il restait brésilien. Il avait bien aimé sa vie parisienne, sa vie en France. Il était attaché à la France, je crois. Certainement même. Mais il adorait son pays. Il en parlait souvent, je crois, avec mon père. Ah oui, c'est également, ça c'est très amusant. C'est un pari d'ailleurs qu'il avait fait avec mon père. Il avait dit, je rentrerai chez moi prendre le café en dirigeable. Alors, et mon père a dit non, c'est pas possible, il y a trop de risques. Il y a du monde. Si. Et Santos Dumont là, est parti, je ne sais plus d'où d'ailleurs, des environs de Bois de Boulogne certainement. En ballon, il est venu atterrir sur le trottoir des Champs-Élysées, devant son appartement. Et il a pris son café chez lui, la fenêtre ouverte, et il est reparti en dirigeable. C'était extraordinaire. Il dominait bien sa machine.
oui, c'est le pionnier de l'aviation. C'est lui qui était le premier à réaliser, même ici même, je crois, la première fois où quelqu'un a volé avec une machine plus lourde que l'air. Et je crois que tout près d'ici, là-bas, il y a un monument qui lui est érigé. Et mon père lui a donné beaucoup de conseils au début, quand il est arrivé en France. Et je crois que Santos-Dumont avait été très impressionné, très influencé par les livres de mon grand-père, Gaston Tissandier, sur l'aérostation. Il le disait, d'ailleurs, il le dit dans ses livres. C'est ce qui lui a donné la foi dans la conquête de l'air. Il parle de décollage le premier jour de 50 mètres et le lendemain de 200 mètres. C'est un document signé par mon père qui était commissaire sportif et par Archdeck qui était le président de la qui était président de la Club de France. Il a envoyé des télégrammes à mon père demandant de venir pour les expériences. Un télégramme: venez à 9h à Bagatelle, il va y avoir quelque chose demain. Vous voyez, il tenait à ce que mon père soit là, parce que mon père avait beaucoup suivi. Et en plus, je veux dire, en tant que commissaire d'un club, il était nécessaire qu'il soit là, probablement. À l'époque, c'était important. C'était important, cette conquête de l'air. On sortait de l'époque des ballons libres et ensuite des dirigeables, d'ailleurs, dont il avait fait tant d'exemplaires lui-même. Il était passé à l'aviation, c'était extraordinaire, cette évolution. C'était l'époque du plus lourd que l'air. Peu de gens, vous croyez, au plus lourd que l'air. Je vais vous montrer quelque chose pour vous prouver combien Santos-Dumont était attentionné et gentil pour nous. Sachant que j'étais très amateur de café, il m'en a envoyé du Brésil et je l'ai gardé comme souvenir. Voilà. Voilà un sac qui m'a été envoyé par Santos. Vous voyez, voilà le café. Du café vert, bien sûr. Je l'ai gardé d'autant plus longtemps qu'il m'a assuré que le café ne se pervertissait pas, qu'il était toujours bon. L'avion original de Santos-Dumont a été détruit lors d'un atterrissage à Saint-Cyr en 1906. A lembrança que tenho de Santos Dumont, cavalheiro finíssimo, gentleman, é extremamente gratificante, porque eu tive o privilégio de o conhecer em 22, quando terminei meu voo São Paulo-Rio, no centenário da independência. Após suas conquistas na França, onde era reconhecido e admirado, Santos Dumont assiste à evolução de suas invenções. Em 1931, volta ao Brasil e constrói em Petrópolis sua última morada, a Encantada. Na viagem de regresso, assiste à queda do avião com um grupo de cientistas brasileiros que fora saudá-lo no navio. Algum tempo depois, vê sua genial e romântica invenção tornar-se arma de guerra. Santos Dumont se suicida em 23 de julho de 1932, na cidade de Guarujá, em São Paulo.